Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement, Nathalie Gontier, chargée de mission bâtiment à l'ADEME Occitanie. Et je fais juste une toute petite introduction pour donner des éléments de contexte sur ce webinaire qui est inscrit donc, dans l'action du plan bâtiment durable Occitanie, animé par Envirobat Occitanie, dont l'objectif du plan, en fait, c'est un accord de partenariat entre la région, l'ADEME et l'État qui remonte à 2021. Et l'enjeu, c'était vraiment de valoriser, de communiquer, de faire partager beaucoup de retours d'expérience de ce qui se passe en région et ailleurs. Et donc, on a développé une démarche qui s'appelle donc les vendredis du bâtiment durable. Il y en a en général 4 à 5 par an. Là, c'est le 3e de cette année. Cette année, il y en aura moins parce qu'il y a le congrès bâtiment durable là, qui va se dérouler à Montpellier en fin d'année. Et du coup, on ne voulait pas non plus trop charger l'année en événements, enfin la fin d'année en événements. Donc les 2 premiers, c'était sur l'eau, la santé. Et donc, aujourd'hui, on va parler de vraiment comment concilier le bâtiment durable et les enjeux de solidarité dans les opérations immobilières. Et pour parler de tout ça, nous allons nous appuyer sur 3 interventions. D'abord, Claire Meunier de l'OID, qui va avoir une vision un peu nationale, en fait, de toutes les approches et des démarches qui déclinent au niveau national sur ces thématiques-là. Ensuite, au niveau d'une grosse métropole, donc Justine Julian, d'une structure Altemed qui est liée à la métropole montpelliéraine, qui présentera ce qui se passe à Montpellier sur ces sujets-là. Et enfin, on terminera avec la SCOP Bien commun, qui est une foncière solidaire et qui nous présentera ce qu'ils ont mis en place en termes de démarches pour aller vraiment sur la revitalisation des centres-bourgs. Et je vais donc laisser la parole à Claire. Merci beaucoup. Alors, est-ce que là, vous voyez bien la slide introductive de l'OID? C'est tout bon? OK, côté technique, c'est bon. Alors du coup, merci déjà d'être présent et puis merci de nous avoir invités à participer à ce webinaire. Donc, pour ma part, je suis Claire Meunier, je suis responsable du programme Gouvernance et Société à l'Observatoire de l'immobilier durable, qui est une association. Je vais présenter nos travaux par la suite. Et l'objet aujourd'hui, c'est de voir ensemble quelles sont les pratiques à la fois environnementales et sociales dans le secteur du bâtiment, de l'immobilier, avec exactement, comme le disait Nathalie, une vision plutôt nationale, puisque nous, on travaille vraiment à l'échelle française. Alors, sachant qu'on entend beaucoup parler d'environnement aujourd'hui, on entend beaucoup parler de climat, d'émissions de gaz à effet de serre, donc les données très quantifiées qu'on commence aujourd'hui à maîtriser. On entend un peu moins parler des enjeux sociaux et pourtant ils sont tout aussi importants. Et les derniers exemples, les dernières actualités nous montrent bien que les deux sont liés et doivent être aussi pris en compte de manière concomitante. Donc on a entendu parler par exemple cet été des bouilloires thermiques. Voilà, ces logements mal isolés qui font qu'en période de vague de chaleur, les occupants en ressentent d'autant plus les conséquences, sont d'autant plus vulnérables aux conséquences du changement climatique, ce qui peut avoir des impacts sur le confort d'une part, mais aussi la santé des occupants. Donc, mon objectif aujourd'hui, il est double avec cette présentation. Vous montrer déjà de manière générale quelle est l'appropriation aujourd'hui des différents enjeux ESG du secteur de l'immobilier. On va le voir, on réalise une étude dédiée à ce sujet dans le cadre de l'OID. Et puis, vous donnez des exemples très concrets de pratiques sur les enjeux sociaux et qui sont aussi reliées aux objectifs environnementaux. Donc, on verra quels peuvent être les co-bénéfices finalement de ces actions entre environnement et social. Alors, voilà, vous êtes bien sur le sommaire, oui. Pardon pour les petits problèmes techniques.
Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par présenter l'OID. Ensuite, on fera un état des lieux des pratiques environnementales et sociales dans le secteur immobilier. Et puis, finalement, je vous proposerai une petite vision prospective sur l'immobilier durable, notamment avec un aspect réglementaire, parce que c'est vrai qu'il est de plus en plus important aujourd'hui. Du coup, je commence avec la présentation de l'OID, donc l'Observatoire de l'immobilier durable. Donc, c'est une association indépendante qui a été créée en 2012, donc on a fêté nos 10 ans l'année dernière. C'est une association qui a pour objectif d'accompagner les acteurs de l'immobilier dans leur transition écologique et sociétale, sachant qu'on couvre bien toute la chaîne de valeur de l'immobilier, du financement à la promotion, à l'exploitation des bâtiments, via un réseau de plus de 120 membres aujourd'hui. Pour aider ces acteurs, on a 2 grands leviers. Le premier, c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire l'organisation de moments d'échange entre nos membres, justement. Donc, on a des groupes de travail réguliers sur différentes thématiques. On organise aussi des conférences, des visites de sites qui permettent finalement d'être des temps d'échange entre les acteurs et qui nous permettent, à nous, OID aussi, de pouvoir collecter les besoins du marché et de mieux comprendre les besoins du secteur. Et puis la deuxième partie de nos travaux, elle porte sur le partage des connaissances avec la production d'un certain nombre de ressources qui sont disponibles en libre accès. Donc je vous montrerai après des exemples et vous pourrez aller les consulter si ça vous intéresse. Donc c'est des ressources qui ont pour objectif de faire un état des lieux du marché de l'immobilier, toujours sur la thématique de l'immobilier durable, mais aussi de proposer des outils, des décryptages, notamment des très nombreuses réglementations qui voient le jour aujourd'hui. En termes de structuration, on a 3 grands programmes aujourd'hui qui s'organisent en 8 groupes de travail. Donc, c'est des groupes de travail qui se réunissent régulièrement tous les trimestres. Donc, on a un programme qui est bâtiment décarboné sur les thématiques de l'énergie, du carbone jusqu'à la valeur verte. Un programme sur les territoires résilients qui adresse les sujets de biodiversité et d'adaptation au changement climatique. Et puis un dernier programme, donc gouvernance et société, avec tous les sujets de finance responsable, sur lesquels moi je travaille en particulier. On a créé un nouveau groupe de travail sur la taxinomie européenne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais elle fait pas mal de débats aujourd'hui. Et puis un dernier groupe de travail sur les sciences sociales au service de la transition écologique et en particulier tous les enjeux de sobriété, qui là aussi ont été d'actualité, notamment l'hiver dernier, et qui devraient revenir. On a aussi des programmes sponsorisés sur la biodiversité et puis s'étendre à l'échelle européenne. En tout cas, voilà, vous avez un aperçu ici de nos travaux. Et donc, si je passe aux ressources, qui est le cœur finalement de notre travail, donc toutes nos ressources sont accessibles sur Talouen, qui est notre centre de ressources. C'est libre d'accès, un grand public, il n'y a aucun souci. Pour ces ressources, là, je vous présente plutôt celles de mon programme, donc gouvernance et société, axé sur les thématiques réglementaires, mais ça se décline ensuite sur les différentes thématiques. On publie des baromètres. On va revenir plus précisément sur le baromètre de l'immobilier responsable dans la suite de la présentation. On publie aussi des études et des outils. Ces études et outils, ils ont pour objectif à la fois de faire un état des lieux du marché, de l'immobilier, toujours sur ces enjeux ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais aussi d'aider les acteurs dans leur appropriation des réglementations ou voilà, des procédés techniques un peu plus complexes. Donc typiquement, nous, on a publié un guide sur la taxinomie européenne ou sur la directive CSRD. Bon, je vous passe les acronymes, mais voilà, toutes ces réglementations aujourd'hui de finances responsables. Et puis, on produit également des décryptages, qui sont des formats un petit peu plus courts, qui vous permettent d'appréhender un sujet en 6 à 8 pages pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Par exemple, on a fait un décryptage sur l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre centre de ressources Talouen si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser. Maintenant, je vais entrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, à savoir vous faire un état des lieux des pratiques sociales et environnementales dans le secteur immobilier. Pour ça, je vais m'appuyer sur le référentiel que vous voyez ici, qui est un référentiel qu'on a créé au sein de l'OID de 20 enjeux ESG qu'on a jugés comme étant les 20 enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance
qui doivent être pris en compte par les acteurs de l'immobilier. Ce référentiel, il a été créé à l'origine justement pour le baromètre de l'immobilier responsable, puisque ce baromètre, il a pour objectif d'analyser la maturité des acteurs de l'immobilier vis-à-vis des différents enjeux ESG. Et pour pouvoir analyser la maturité, faire une comparaison, finalement, il nous fallait un référentiel commun. Et donc, c'est dans cet objectif que ces 20 enjeux ont été définis. Alors, à l'origine, on a défini 18 enjeux en 2018, et puis c'est un référentiel aussi qu'on fait évoluer. Donc, vous voyez qu'il y a 8 enjeux environnementaux: l'énergie, le carbone, les ressources et les déchets, la biodiversité, l'eau, la mobilité, la résilience au changement climatique et la pollution. On a 6 enjeux sociaux, on va y revenir plus en détail, donc je les précise pas ici. Et on a aussi des enjeux de gouvernance. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier l'aspect de gouvernance qui, finalement, permet de se structurer aussi en interne pour améliorer la performance ESG et finalement pouvoir agir à la fois sur les aspects environnementaux et sur les aspects sociaux. Donc ici, vous avez les noms des différents enjeux et à partir de ce référentiel, on a créé un guide. Ce guide, il est disponible sur Tableau-ON et il permet de donner une définition à chacun de ces enjeux, parce que c'est vrai que comme ça peut paraître un petit peu vague. Et puis, dans la dernière mise à jour qu'on a fait de ce guide, on a ajouté une dimension benchmark, pratique, concrète du marché sur ces différentes thématiques. Donc, vous verrez sur chacune des fiches, donc pour chaque enjeu, on vient détailler quelles sont les pratiques des acteurs aujourd'hui, quels sont les indicateurs qu'ils utilisent et aussi quels sont les objectifs qu'ils se fixent par rapport à ces différents enjeux, donc les niveaux d'ambition. Voilà, ça peut être aussi un moyen de voir un petit peu ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Et donc, à partir de ce référentiel, comme je le disais, on publie donc un baromètre annuel qui nous permet d'étudier la maturité des acteurs de l'immobilier par rapport à tous ces enjeux. Ici, je vous ai mis un graphique qui est extrait de ce baromètre sur la promotion immobilière. Alors, à savoir qu'on fait la même chose sur l'immobilier de gestion. J'ai fait le choix de me concentrer sur une typologie d'acteurs, mais vous pourrez aller voir le reste si ça vous intéresse. Et donc, pour analyser cette maturité, on a 2 niveaux d'analyse, finalement. Un premier qui est celui que vous voyez ici. On demande aux acteurs, puisqu'on fait circuler un questionnaire pour construire ce baromètre, quel est leur niveau de priorisation sur chacun des 20 enjeux ESG. C'est-à-dire qu'on leur demande d'indiquer une note de 1 à 10 sur chaque enjeu ESG, sachant qu'ils peuvent indiquer 10 sur 10 sur tous les enjeux s'ils jugent que tous les enjeux sont absolument prioritaires. Et donc, on obtient, en moyennant par typologie d'acteurs, un classement des enjeux les plus prioritaires pour les différents secteurs, ici la promotion immobilière. Ce qui est intéressant sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est que c'est le carbone qui est en première position. Alors ça, c'est le classement 2022. On ne va pas tarder à publier le classement 2023, mais en tout cas, pour l'année dernière, c'était vraiment le carbone qui dominait, suivi de près par l'énergie. Et puis ensuite, c'est plutôt les enjeux de gouvernance qu'on retrouve, éthique des affaires, gouvernance interne. On voit que les enjeux sociaux sont un petit peu en retrait, mais on voit quand même que par rapport à l'année précédente, c'est les petites étoiles que vous voyez sur le graphique, on a globalement une augmentation du niveau de priorité qui est accordé par les acteurs. Donc voilà, on a quand même une tendance vers l'amélioration et on espère que toutes les actualités, toutes les tendances feront aussi que on aura une continuité dans cette tendance à l'amélioration aussi cette année. Donc ça, c'est pour une première vision du niveau de maturité. Et puis ensuite, on a une analyse peut-être un petit peu plus concrète de comment est-ce que sont pris en compte les enjeux par les acteurs, puisqu'on leur demande également s'ils mettent en place des indicateurs et des objectifs sur chacun des 20 enjeux. Et donc, vous avez le résultat ici, toujours pour la promotion immobilière. Donc là, pour la promotion immobilière, le résultat, il est assez saillant, c'est-à-dire qu'on a 100% des acteurs qui ont répondu à notre questionnaire, qui ont des indicateurs sur le carbone et sur la biodiversité. Donc, on voit que c'est vraiment aujourd'hui les 2 enjeux qui touchent le plus la promotion immobilière. Alors, on pourrait bien sûr le relier avec les réglementations, notamment la RE 2020 pour le carbone, qui impose maintenant une analyse de cycle de vie sur tous les projets. Et puis, côté biodiversité, la loi ZAN, donc l'objectif de zéro artificialisation nette, qui
est encore en cours de définition, mais voilà, que les promoteurs voient arriver aussi, qui peuvent expliquer cette tendance. Et puis, pour les autres enjeux, à des niveaux un petit peu plus faibles en termes de part d'acteurs qui se fixent des indicateurs et des objectifs, notamment sur le social. Donc là aussi, on suit l'évolution annuelle et on espère que ça va progresser dans le bon sens, bien sûr. Maintenant, pour continuer, je vais me recentrer un petit peu sur les enjeux sociaux. C'est ce que je disais en introduction. Les enjeux sociaux, même si ils sont un petit peu moins matures, je dirais, aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, dans le sens où on a moins d'indicateurs qui sont connus, qui sont harmonisés, donc moins aussi d'objectifs qui sont fixés. C'est quand même une thématique qui revient très souvent dans les échanges qu'on peut avoir avec les acteurs, que ce soit de la promotion immobilière, que ce soit de la gestion immobilière, avec cette volonté, justement, d'avoir des définitions et de pouvoir développer des référentiels communs. Donc nous, dans les enjeux sociaux, on distingue deux types d'enjeux. Les enjeux qui sont plutôt propres au bâtiment, donc notamment le confort et le bien-être des occupants, la santé et la sécurité, et puis l'accessibilité. Et puis les enjeux qui vont un petit peu plus loin, pour lesquels il faut dézoomer un petit peu, finalement, les enjeux à l'échelle du territoire. De se dire aussi qu'un bâtiment, il est inscrit dans un territoire et il a son rôle à jouer dans le dynamisme économique, social, culturel. Et pour cette partie, on distingue l'impact territorial et l'emploi et l'impact social positif. On va revenir un petit peu sur toutes ces notions. Et donc, mon objectif maintenant, c'est de passer sur chacun de ces enjeux et de vous montrer les pratiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui par les acteurs de l'immobilier. Donc, je vais commencer avec les enjeux au sein du bâtiment et plus particulièrement tout ce qui touche à la santé et au confort des occupants. Je les ai regroupés ici parce que c'est vrai que c'est des thématiques qui sont très liées et qui finalement font appel globalement aux mêmes actions. Donc, c'est vrai qu'on passe quand même entre 80 et 90% de notre temps dans des bâtiments. Donc, les bâtiments dans lesquels on vit, on habite, finalement, ils ont un impact non négligeable sur notre qualité de vie, sur notre santé et sur notre confort. Donc c'est important d'avoir ces éléments en tête quand on conçoit voilà, des lieux de vie ou d'habitation. Parmi les mesures qui reviennent le plus souvent sur ces thématiques, on a notamment la question de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, avec la mise en place d'une mesure de cette qualité de l'air. On a aussi un levier d'action en phase de rénovation via le choix des matériaux, pour limiter notamment les composés organiques volatiles. Et puis, on a aussi, pour le confort, une dynamique vers la végétalisation des espaces, que ce soit intérieur ou extérieur. On sait voilà, que ça a un impact important aujourd'hui sur la qualité de vie. Et finalement, toutes ces mesures, elles sont vérifiées, mesurées et ajustées grâce à des questionnaires de satisfaction qui sont envoyés aux occupants. Ce qu'il faut voir ici, c'est que même si donc c'est des actions qui sont classées plutôt dans les enjeux sociaux, on retrouve bien sûr des co-bénéfices aussi sur les enjeux environnementaux. Typiquement, tout ce qui est végétalisation, ça a un impact non négligeable sur la biodiversité, mais aussi sur la thématique de l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, c'est aussi un sujet qu'on voit de plus en plus monter, un sujet qui est de plus en plus pris en compte par les bailleurs sociaux. Et la végétalisation voilà, est un des leviers intéressants qui peut permettre notamment de lutter contre les effets d'îlots de chaleur urbains. Voilà. Tout ça pour vous montrer encore une fois la complémentarité entre les enjeux sociaux, environnementaux. Autre exemple, autre thématique très importante à prendre en compte au sein du bâtiment, c'est l'accessibilité, que j'élargirais même à la notion d'inclusivité aujourd'hui. Donc, quand on pense accessibilité, c'est vrai qu'on pense souvent accès PMR, donc personnes à mobilité réduite, qui est aujourd'hui déjà bien réglementé en France. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres types de déficiences, par exemple des déficiences visuelles ou auditives, qu'il faut aussi prendre en compte dans la conception des bâtiments. Ça peut être via des signaux sonores ou lumineux qui peuvent permettre voilà, plus d'inclusivité dans le bâtiment, dans le sens où ces petites actions permettent à chacun de profiter
du bâtiment et d'y retrouver une bonne qualité de vie. Au-delà de la question de l'accessibilité, il y a la question aussi de l'architecture inclusive qu'on voit également monter pour prendre en compte finalement les besoins de chacun, notamment les enfants, les personnes âgées. Voilà, c'est vraiment que chacun puisse avoir finalement le même niveau d'expérience, la même qualité de vie dans les bâtiments. Ensuite, on a donc, comme je le disais, les enjeux sociaux au niveau du territoire. Donc, dans les enjeux sociaux au niveau du territoire, on distingue notamment l'impact social positif. Ce qu'on met dans l'impact social positif, c'est tout ce qui concerne l'accès au logement, à un logement décent, et puis aussi l'accès aux locaux de manière générale, et notamment pour les associations et les projets. Donc finalement, cet impact social positif, il fait écho à la notion d'urbanisme transitoire ou urbanisme temporaire, sachant qu'il peut y en avoir deux types. Ça peut être soit intensifier l'usage d'un même bâtiment, donc notamment on peut penser aux écoles qui peuvent accueillir des associations le soir ou le week-end. Et puis on a aussi les projets d'occupation temporaire, de logements ou de bureaux vacants par exemple. On a souvent un temps entre le moment où un locataire quitte un actif, puis les travaux de rénovation en tant que tels. Donc ça peut permettre aussi d'héberger des projets. Et finalement, cet urbanisme temporaire, donc il a bien sûr des bénéfices sociaux, mais aussi environnementaux, puisque si on intensifie les usages, on va peut-être avoir besoin de moins construire, donc moins artificialiser les terres. Et puis, on va aussi pouvoir limiter nos émissions de gaz à effet de serre, voilà, par exemple, en mutualisant le chauffage, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour l'impact social positif. Et pour finir le tour d'horizon, donc on a aussi l'impact territorial et l'emploi. Cette fois, c'est la dimension de se dire qu'un bâtiment, donc, comme je le disais au début, il est inscrit dans un territoire, dans un espace urbain, et il y apporte du dynamisme, que ce soit du dynamisme économique, culturel, social. Et on voit notamment se développer la notion de responsabilité des entreprises dans la dynamisation sociale du territoire. C'est vrai que le bâtiment, il crée des emplois, hein, de toute manière, des emplois directs. Il peut aussi en héberger. Donc voilà, c'est aussi prendre en compte toutes ces dimensions-là et pouvoir favoriser le tissu économique local. Ça peut être le cas notamment avec la dimension achat responsable. On peut mettre à la limite entre gouvernance et sociale, qui est de faire appel à des producteurs plutôt locaux, par exemple des filières locales. Ça peut être aussi dans le cadre des travaux qu'on peut retrouver cette dimension de filière locale. Voilà, donc ça vous donne un panorama finalement de toutes les actions sociales qui sont mises en place aujourd'hui dans le secteur du bâtiment. Donc, comme je le disais au début, c'est des enjeux qui aujourd'hui sont un petit peu moins maîtrisés peut-être que l'environnement, dans le sens où on a moins d'indicateurs harmonisés. Pour autant, on a aussi des très beaux exemples sur ces sujets-là. Et je pense que c'est un sujet qui va monter. En tout cas, il y a beaucoup d'acteurs qui nous le font remonter. Et donc, pour finir, pour ouvrir un petit peu la discussion, je voulais simplement vous donner une petite vision prospective justement sur cette dimension sociale, en passant par le réglementaire, puisque aujourd'hui, on a beaucoup de réglementations sur les aspects environnementaux. Alors, je vous ai mis ici les différentes réglementations, je ne vais pas revenir sur tous les acronymes, ce n'est pas l'objectif. Simplement vous montrer qu'on a des réglementations qui s'appliquent plutôt à l'échelle des bâtiments, typiquement la RE 2020, la réglementation environnementale pour la construction des bâtiments. On a des dispositifs réglementaires qui s'appliquent plutôt aux sociétés. C'est plutôt de la transparence sur les pratiques, les actions ESG. Et puis, à la croisée entre les deux, finalement, on a aujourd'hui la taxinomie européenne. La taxinomie, c'est le texte réglementaire qui vient redéfinir ce qu'est une activité économique durable à l'échelle européenne. Et c'est vrai que cette taxinomie, alors, elle est toujours en cours de développement, mais elle traite aujourd'hui uniquement des objectifs environnementaux. Or, c'est un besoin qui se fait ressentir aujourd'hui d'aller aussi vers les objectifs sociaux. Et donc, il y a eu un projet de taxinomie sociale voilà, on a eu des échos en 2022, mais c'est vrai que ça n'a pas été poursuivi par les autorités et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est un sujet qui est revenu sur le devant de la scène en juillet, puisque
L'Allemagne et la France ont relancé des groupes de travail. Donc, on espère que ça va pouvoir aboutir cette fois. En tout cas, c'est vraiment une demande de pouvoir finalement avoir le même niveau de définition entre les enjeux environnementaux et sociaux. Donc finalement, pour conclure, ce qu'il y a à retenir de tous ces sujets-là et de toute cette présentation, c'est que finalement, enjeu ESG, il faut le prendre en compte dans une dimension systémique et vraiment toujours voir l'intégralité des enjeux, l'ensemble des enjeux pour concevoir des bâtiments dans les meilleurs possibles et aller vers un immobilier plus durable. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Claire, en tout cas. On a invité aussi à partager dans le fil de discussion des questions éventuelles. Visiblement, là, il n'y a pas encore de questions, mais elles pourraient venir en cours de route. Donc, on va peut-être passer directement à la présentation suivante et les questions seront posées peut-être au fur et à mesure. Donc, après ce panorama de l'aspect de la promotion plutôt privée et un panorama national large, et même avec des dimensions européennes, on va revenir sur des actions concrètes locales avec le lab d'Altemed et Justine Julien. Alors Justine, je pense que tu peux prendre le partage pour faire défiler ta présentation, si possible. Sinon, je peux le faire moi, mais ce sera moins fluide. Alors, voilà, merci, on t'entend. Bonjour. Excusez-moi du coup. Parfait. Est-ce que ça fonctionne? Super. Alors. Donc, bonjour. Donc, je me présente, je suis Justine Julien, directrice innovation pour le groupe Altemed. Nous remercions tout d'abord Envirobat pour nous avoir conviés à participer à ce webinaire, surtout au vu de sa thématique. Pour essayer de présenter quelque chose, tout d'abord, on va essayer de présenter le groupe parce que en soi, le groupe Altemed est déjà une nouvelle approche immobilière et permet des nouvelles approches, du moins, c'est l'objectif. Et sur une deuxième partie, j'essaierai de vous présenter plusieurs projets avec une vision plutôt opérationnelle. On pourra rentrer dans les détails parce qu'il va y avoir plusieurs choses vraiment côté un panel de propositions avec des niveaux des fois stratégiques et parfois très opérationnels. Donc, sur la partie groupe Altemed, donc le groupe, c'est une création assez récente de novembre 2022. C'est un groupe qui intervient majoritairement sur la métropole de Montpellier, mais qui réunit pourtant 3 entités plutôt anciennes qui ont 100 et 60 ans chacune. Tout d'abord, ça réunit ACM Habitat, qui est le bailleur social, l'OPH de la métropole de Montpellier, qui a une activité de gestion d'un parc de plus de 23 000 logements, des activités de maîtrise d'ouvrage en logement neuf et en rénovation, et également du produit plus spécifique de la vente, de l'étudiant, de la gestion commerciale. Donc, une activité de logement et logement solidaire, logement social, et 2 autres entités que sont la SERM et la SA3M, les sociétés d'aménagement et d'équipement de la ville de Montpellier et de la métropole de Montpellier, qui ont des activités d'aménagement sous format concession mandat de nouveaux quartiers, mais également en renouvellement urbain, des activités de développement économique avec de la gestion de bureaux notamment, de la maîtrise d'ouvrage également avec la construction d'équipements publics, et une petite particularité qui est une compétence énergie qui est intégrée à la SERM et aussi qui est présente dans des filiales du groupe, et notamment une filiale qui s'appelle Énergie du Sud, avec une activité de conception et de gestion des réseaux de chaleur et de froid de la métropole de Montpellier. Donc, Altemed, c'est un groupe qui réunit 3 métiers, l'aménagement, le logement et l'énergie. Ça en fait un groupe unique en France, un groupe public unique en France, puisque c'est 3 compétences. Et la raison d'être de ce groupe, c'est justement d'accélérer les politiques publiques. C'est un groupe qui a été initié par le maire-président Mickaël Delafosse, en se disant que un outil intégré comme Altemed permet de gérer l'ensemble de la chaîne de la construction de la ville
d'une échelle très macro, qui est celle d'un quartier, à la vie d'un bâtiment, avec tout le côté social que ça emporte, et que ça permet de mettre en œuvre plus vite, avec une direction unifiée, de façon plus transversale et plus complète, la ville, en prenant en compte tous ces enjeux. C'est aussi une petite particularité du groupe, c'est la forme juridique, c'est une SAC, une société de coordination, qui est normalement un outil qui est fait pour regrouper des bailleurs sociaux et qui ici regroupe un bailleur, un OPH, mais aussi une SPL et une SEM. Donc Altemed, c'est un outil un peu spécifique. Avant de passer au côté solidarité ce matin, quand je réfléchissais à ce que j'allais dire précisément, je me suis dit aussi que le contexte Altemed avait montré une certaine approche particulière dans le contexte qu'on vit, qui est un contexte de tension sur nos métiers de l'immobilier, avec la hausse des taux, la hausse des coûts de matériaux. Je pense que tout le monde l'a bien en tête. C'est le rôle contracyclique que peut avoir un groupe public avec cette dimension qui intervient à différentes échelles, avec un maintien des mises en chantier des logements, avec des objectifs de livraison conservés à 1000 logements par an, avec le maintien des gros entretiens du patrimoine, avec aussi un positionnement innovant, ou du moins qui encourage les promoteurs à maintenir leur activité sur Montpellier. Ça accompagne plus largement un plan d'urgence mis en place par la métropole. Donc, c'est une approche immobilière qui reste solidaire dans un contexte de crise. Et j'en parle pas spécifiquement dans la présentation, mais il me semblait que c'était une espèce de solidarité également qui était intéressante à relever. Donc, pour la suite, on vous propose 3 grands axes. C'est la solidarité en matière d'énergie, en matière d'habitat, et puis en lien avec une démarche spécifique de réemploi dans le groupe. Sur la partie énergie, donc là, c'est l'accompagnement de la stratégie de la métropole. Aujourd'hui, c'est les équipes d'énergie du Sud et de la SERM aujourd'hui qui gèrent le réseau de chaleur. Ce réseau de chaleur et de froid, c'est le 3e réseau français. Il permet le raccordement de plus d'1,5 million de mètres carrés sur la métropole. Et il a toujours été orienté vers les énergies renouvelables, avec une expertise de la part des équipes énergie du groupe, qui sont toujours allées chercher sur mesure l'énergie où elle est. Donc, par exemple, du biogaz lorsqu'il y a des centrales de tri, de la récupération de chaleur fatale sur la ZAC Eureka, si des gens connaissent bien Montpellier, parce qu'il y a un potentiel important avec des entreprises tournée vers le numérique et des data centers, de la biomasse lorsqu'elle est présente. Et aujourd'hui, le réseau de Montpellier est constitué à plus de 40% d'énergie renouvelable. Et mine de rien, l'hiver dernier, alors que la facture des Français avait beaucoup augmenté et que le bouclier tarifaire mis en place au niveau national était de 15%, les Montpelliérains raccordés au réseau de chaleur urbain n'ont vu leur facture augmenter que de 7%. Pourquoi? Parce que y a une part importante, 40%, qui est raccordée sur des énergies renouvelables, et donc qui n'ont pas subi les mêmes variations. C'est encadré par une DSP, des délégations de services publics, et donc des indicateurs figés par la collectivité et la métropole de Montpellier. Et puis une TVA qui est moindre de par une TVA qui est à 5,5 de par cette part importante d'énergie renouvelable. Et donc, en fait, on avait créé avec ce réseau de chaleur un bouclier solidaire et une souveraineté territoriale en faveur des habitants de la métropole. Et c'est cette configuration qui veut être accentuée. Et là, aujourd'hui, les équipes sont en train d'accélérer la politique publique mise en place, qui est celle tout simplement du triplement de ce réseau de chaleur sur le territoire pour aller raccorder jusqu'à 5 millions de mètres carrés. L'augmentation encore de la part d'énergie renouvelable, pour passer à 70% en 2050, et puis le doublement de la production d'électricité photovoltaïque à horizon très court, en 2026, puisqu'on comprend ici que c'est pas forcément l'énergie sur laquelle on travaille le plus aujourd'hui, et une augmentation à 44% à l'horizon 2050. Donc, une véritable politique de solidarité énergétique, à la fois sociale par rapport au pouvoir d'achat, et bien sûr à la fois vertueuse sur le plan environnemental. À l'échelle de projets, pour donner une petite indication, à l'échelle d'un quartier, les équipes de la SERM, les équipes énergie du groupe, ont mis en place une mini-centrale photovoltaïque
avec des ombrières sur un parking de la commune de Castelnau-le-Lez, qui est une commune de la métropole de Montpellier. Et la particularité de ce projet, au-delà de réinjecter, participer à l'objectif de production photovoltaïque sur le territoire, c'est 2 tiers de financement en mode participatif, qui s'adressait premièrement dans la collecte a duré 1 mois, dans la première semaine aux habitants de la commune de Castelnau, et puis après à tous les habitants de la métropole. Donc, il y a eu plus de 500 000 € levés en 1 mois, avec aujourd'hui une mise en chantier, donc un système participatif qui a permis de sensibiliser les habitants et à la fois participer à un objectif de décarbonation de l'électricité. Un autre projet, là, qui est plutôt de la gestion de crise, qui est plutôt à l'échelle du logement, c'est le plan PUL, qui est le plan d'urgence logement-énergie, qui a été mis en place en septembre dernier. Quand on a commencé à voir la hausse des prix, on s'est dit qu'il fallait agir à court terme en faveur de la protection des locataires, là, principalement du parc social, pour éviter d'accentuer la précarité énergétique qui pouvait toucher certains de nos résidents. Et donc, une organisation au niveau du groupe qui a permis d'agir sur l'aspect patrimonial avec des commandes assez importantes au niveau des radiateurs anciens, au niveau de la LED, un accès plus sur le partenariat à l'innovation, avec notamment un partenariat avec une Voltalis, avec la mise en place volontariste gratuite pour le locataire et pour le bailleur de boîtiers d'effacement diffus qui permettent de réduire les consommations lors des pics au niveau national. Une partie plus sensibilisation avec la création d'un appartement témoin, Mon Appart Éco, où les locataires pouvaient identifier, c'était la reproduction d'un appartement avec plein d'éco-gestes. Donc, l'organisation du groupe a permis de sortir en septembre dernier un plan dont voici le bilan, qui a permis de réduire les consommations électriques et de limiter l'impact de la crise énergétique sur nos locataires. Donc, voici sur le plan énergie 2 illustrations différentes du lien, et donc je rejoins la première intervention, qu'il peut y avoir entre un objectif environnemental et un objectif social. Le deuxième axe, c'était la solidarité dans l'habitat. Bon, bah alors là, typiquement, hein, c'est l'habitat qui gère le logement, est un bailleur social, donc c'est un axe qu'on retrouve typiquement, mais on a voulu mettre l'accent ici sur 2 dispositifs un peu particuliers. Le premier, c'est le dispositif CAPS, en partenariat avec l'association AFEV, l'association étudiante. Le principe ici, c'est la création de colocations étudiantes. Donc, qu'on a mis en place au sein du quartier de la Mosson, donc la zone en rue. 5 logements l'année dernière, en 2022, qui ont été constitués en coloc. Et le but pour les jeunes, c'était d'avoir accès à un logement à coût modéré et en contrepartie, s'engager à hauteur de 5 heures par semaine dans le quartier, à la fois avec des associations, avec les habitants, avec les locataires, avec des dispositifs de mentorat, il y a eu des dispositifs d'aide de ramassage de déchets, il y a une épicerie solidaire, Solidarité Dom-Tom, qui a pu ouvrir le samedi matin, puisque ça a permis d'élargir les créneaux. Donc, une action dans le quartier assez importante par le logement, donc vraiment un nouveau rapport avec le logement qui n'est plus que habiter, qui est aussi agir. Et ce dispositif a été aussi largement apprécié par les habitants de la résidence, hein, qui ont trouvé un public plus jeune, avec l'aspect intergénérationnel que ça représente, un public plus jeune. Et nous avons donc décidé, pour cette nouvelle rentrée, d'accueillir 18 nouveaux capseurs. Aujourd'hui, nous avons 33 capseurs, donc ce fameux colloque engagé, au sein de nos résidences à la Mosson, depuis le 3 septembre. Donc ça, c'est un premier dispositif qu'on trouvait intéressant. L'autre dispositif, toujours en lien avec des associations, c'est un dispositif de colocation intergénérationnelle. Donc le but ici, c'est pour nous d'identifier des locataires de moins de 60 ans, de plus de 60 ans, excusez-moi, qui ont un logement plus grand, et pour qu'ils accueillent des étudiants qui sont là plutôt orientés vers le CRIJ Occitanie, le partenaire, pour pouvoir habiter chez le locataire. Donc, un loyer pour locataire, mais évidemment pas que, puisque vivre ensemble, c'est plus que simplement, c'est plus que ça, c'est du sur-mesure, pour créer des liens,
lutter contre l'isolement. Pour l'étudiant, des témoignages assez touchants de travail sur la mémoire, d'apprentissage, de fait de grandir tout simplement. Donc 2 dispositifs qui jouent sur le lien entre habitat et solidarité. Le dispositif de la colocation intergénérationnelle, aujourd'hui, au bout d'1 an, nous sommes à 11 colocations. C'est pas un dispositif qui nous semble massifiable. C'est très personnel de vivre ensemble. Mais ça semble constituer, en tout cas pour ces 11 personnes, un moyen de vivre différemment, d'habiter différemment. Donc voici 2 projets qui nous semblaient intéressants en nouvelle approche, un nouveau rapport au logement. Le dernier axe, c'est un axe un peu plus particulier qui relève d'une démarche de réemploi dans le groupe. Pour cet axe-là, on va partir plutôt du projet, puisqu'il y a un projet pilote qui a initié au sein d'Altemed une démarche plus large. Ce projet pilote, il est situé encore au sein de la Mosson, quartier QPV, et c'est la réhabilitation et la démolition de l'ensemble Uranus. Donc l'ensemble Uranus, on le voit là, c'est 2 parties d'immeubles qui sont destinées à être réhabilitées et une partie à être démolie avec l'intégration en lieu et place d'un pôle éducatif. Et lors de cette démarche, qui s'inscrit dans un renouvellement urbain plus large du quartier, il y a eu l'idée en interne, là côté ACM Habitat, de contractualiser avec un assistant à maîtrise d'ouvrage qui s'appelle Caprionis pour travailler sur le réemploi. On va être dans des démolitions, des réhabilitations. Et en 2022, suite à sa contractualisation, il y a eu un diagnostic ressources qui a été effectué, qui a mis en avant alors des équipements techniques, on y reviendra, et puis surtout un matériau assez noble que sont les pierres massives avec des dimensions assez intéressantes. Et donc est née l'idée, peut-être un peu folle d'ailleurs, de récupérer ces pierres au lieu de démolir classiquement, récupérer ces pierres pour les réutiliser. Donc, la maîtrise d'œuvre, accompagnée de l'AMO, a travaillé sur l'intégration de cette obligation dans les marchés de travaux. Il y a eu une méthodologie qui a été travaillée à la fois au niveau de Ginger, qui est le maître d'œuvre de démolition, et aussi de Cardem, qui aurait été l'entreprise sélectionnée. Et un projet qui s'est mis en œuvre et qui aujourd'hui est terminé et qui a vu du coup 2 issues différentes en fonction des matériaux. La première, c'est la pierre. La pierre, elle a été, il y avait 300 mètres carrés qui avaient été identifiés. Une méthodologie qui s'est cherchée. Ici, vous le voyez, il y avait un travail sur des tremplins. La pierre qui devait, à la fois, ça devait servir de consolidation de bâti pour éviter des risques structurels. Aussi amortir certaines pierres qui, visiblement, avaient plus de risques au niveau du recul. Au final, ça a été un petit peu modifié. On l'a retrouvé que sur une façade. Ça a été impossible pour des fois. Il y a eu sur les 300 mètres carrés, cubes, pardon, 166 mètres cubes réellement utilisables, comptant les découpes, c'est-à-dire que sur la photo que vous voyez ici, on enlève il y a plus que ça. Donc, un mode opératoire complexe, mais une réussite au vu quand même du matériau qui a été conservé. Sur la partie technique, ça c'est un premier élément. Sur la partie économie et issue, économie, j'y reviendrai plus tard. Issue, c'est une reprise in situ au sein du groupe, puisque le bâtiment qui a été démoli va accueillir un pôle éducatif. Ce pôle éducatif va être réalisé par la CERM. Et donc, en lieu et place du bâtiment démoli, c'est le pôle éducatif que vous voyez ici qui va intégrer en sous-bassement les pierres du projet directement. Donc, voici l'issue et la réutilisation des pierres massives. Côté équipement technique, là, c'est une issue plus solidaire, moins professionnelle, puisque avec Caprionis et Mass Réemploi, qui est la plateforme de réemploi qui est située au CRES, ont organisé une boutique éphémère avec toute une répertoriation des équipements, avec une communication qui a été réalisée à l'ensemble des habitants de la Mosson pour pouvoir acquérir et précommander tout un tas d'équipements techniques, avec une vente éphémère qui s'est réalisée sur le chantier, donc une vente complète qui a été réalisée. Et l'ensemble des bénéfices, mais j'ai les chiffres juste après, ont été reversés aux associations. Là, on voit bien que c'est une issue plus solidaire.
Donc ici, en aspect économique, ça me semblait important. Il est important de préciser qu'il y a un surcoût lié à cette méthodologie employée. Il y a un surcoût du fait du coût de la dépose, hein, c'est un temps précautionneux. Il y a un temps il y a un temps de stockage, il y a un temps de transport, un coût de transport. Il y a des honoraires, à la fois celui de l'AMO et également celui de la maîtrise d'œuvre. Limité par deux choses, à la fois une subvention de la région, mais aussi un prix de vente, hein. On est sur un matériau qui est noble, c'est un matériau qui va retrouver une seconde vie, donc qui a une valeur monétaire, avec un travail ici, une estimation du prix de revente à 200 € le mètre cube. Donc on a un surcoût dans cette opération, mais un surcoût, alors déjà on était dans une phase expérimentale. C'est un projet pilote. Et puis, c'est un projet qui force la démarche, un projet qui a une vertu environnementale et une vertu sociale aussi, ne serait-ce que par rapport au travail de mémoire et à la conservation de pierres qui caractérisent un quartier qui se renouvelle. Donc, voici sur le réemploi, sur la partie projet pilote, ce qu'on voulait vous présenter. Plus largement, parce que c'est comme ça, et tu en as parlé Sandrine au début, ça a ouvert une démarche globale au sein du Lab by Altemed, qui est un lieu d'innovation thématisé sur l'immobilier à Montpellier, qu'on a mis en œuvre avec tout un tas de partenaires, à la fois des métiers, bien sûr des fédérations, des écoles et l'écosystème start-up. Dans ce lab, on tient plusieurs événements et plusieurs ateliers. On a accueilli un workshop pendant 6 mois lié au réemploi. Et je ne peux pas trop le dire parce que ce n'est pas encore sorti, mais une des thématiques sur laquelle a travaillé, un des livrables sur lequel a travaillé le collectif, c'était un plan d'action qui va essayer d'encourager le réemploi plus fortement à Montpellier par des bâtiments démonstrateurs, par la mise au défi des promoteurs aussi immobiliers pour faire du réemploi sur les zones d'aménagement, par la création d'un collectif de réemploi de retour d'expérience sur Montpellier. Et une des démarches plus globales également, une des actions qu'on retrouve, c'est celle du permis d'imaginer, c'est-à-dire l'action sur un frein important en matière de réemploi qui est le stockage des matériaux. On a essayé d'y répondre en utilisant la démarche des permis d'imaginer, qui est la démarche d'urbanisme transitoire de la métropole de Montpellier portée par Altemed. Donc, c'est la mise à disposition sur un temps court d'un foncier. Ici, on avait une ancienne concession automobile de 2000 m² sur le quartier de la Restanque. On a sollicité des porteurs de projets via un appel à projet pour proposer quelque chose autour du réemploi. Et Mass Réemploi, un actuel porteur de plateforme sur le CRES, avec l'ensemble des acteurs du réemploi locaux, Caprionis, Cycle et Sources, principalement, ont répondu pour faire ce lieu qui sera ouvert d'ici la fin de l'année, avec une partie de plateforme logistique pour tous les constructeurs montpelliérains et à proximité de Montpellier, et une partie plus expérimentale avec un labo, une zone de démonstration, une zone de formation pour les acteurs de l'immobilier. Donc ici, le groupe Altemed, par sa mobilisation, et bien sûr impulsé par la métropole, a permis de lever un frein très opérationnel au réemploi et de trouver une issue et une potentialité de mobilisation plus forte de cette nouvelle approche de construction sur le territoire de Montpellier. Donc voilà, globalement, c'était très dense, plein de projets différents, et je pense qu'on voit bien qu'en faisant un peu différemment, on recoupe souvent effectivement entre environnement et solidarité, et que c'est un objectif qui tient à cœur du groupe Altemed et je pense de nombreux acteurs de l'immobilier. Merci. Merci Justine pour cette présentation très engagée. Il y a une question. Alors, Ouais. je vais peut-être... On va prendre la main. Oui, c'est ça. Je vais... Hop, pardon. La question portait sur le... Alors, attendez, je ne sais toujours pas. La part de la géothermie dans les énergies renouvelables. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, la politique réseaux. des équipes énergie, elle est d'aller chercher l'énergie où il y en a et de la façon un bon opportunisme. Donc, je pense que rien n'est fermé. Je pense qu'il y en a même d'ailleurs. Et si vous voulez, je répondrai plus précisément. J'ai pas cette information, mais je pense qu'il n'y a rien qui est fermé si c'est possible.
Merci. Donc, peut-être Désolée. des précisions à venir. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on va continuer avec la CIC Bien commun, donc foncière solidaire bien commun. Excusez-moi, je ne suis pas en phase avec Maëlle Féchant et donc François Dieudonné, qui vont nous présenter aussi leur structure et en même temps les projets qui sont portés sur ces axes immobiliers solidaires. Et là, on se situe dans les métropoles, mais dans les centres-bourgs et les petites villes. Donc, je vous laisse prendre la main pour le partager votre... merci. Hop. Et je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. On se présente rapidement. Moi, c'est Maëlle Féchant de la SIC Bien commun. Donc, je suis alternante dans la structure pour une durée de 2 ans en parallèle de mon master en management de projet ESS à l'école 3A à Toulouse. Et bonjour à tous, moi c'est François Dieudonné, je suis récemment arrivé chez Bien commun en tant que responsable administratif et financier à la suite de mon master de finance. Du coup, l'idée là aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu déjà notre projet et notre structure qui est toute jeune, donc expliquer un peu notre fonctionnement et ensuite parler d'un projet phare et un projet qui est en cours en ce moment pour illustrer un peu nos activités. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer rapidement d'où vient l'idée Bien commun et pourquoi on a créé cette structure. Donc, en fait, ça a été impulsé par un collectif qui s'appelle la SCOP Écozimut, qui est un bureau d'études techniques qui est spécialisé dans la conception écologique des bâtiments et qui cherchait à trouver une solution pour avoir plus d'impact. Et donc, ils se sont dit pourquoi pas créer notre propre maître d'ouvrage pour avoir un impact dans sa globalité. À ce moment-là, ils ont rencontré donc Magali Pascal, qui travaillait chez des promoteurs immobiliers et ils ont trouvé ensemble l'idée de créer un nouvel opérateur immobilier. Donc à partir de là, ils ont lancé des études de marché pour, déterminer le besoin à l'échelle régionale et de définir le positionnement de la structure. Donc le projet a été lancé avec la création de l'association de préfiguration en 2021, qui s'est transformée en SIC-SA en juin 2022. Donc au niveau de notre coopérative, donc c'est une SIC SA à directoire et conseiller de surveillance. Aujourd'hui, on compte 36 associés au sein de la structure. Et donc une SIC, ça a une mission d'utilité sociale. Notre mission aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour la revitalisation des petites et moyennes villes en Occitanie, en participant à la rénovation écologique des logements et locaux et en les louant à tarifs abordables. Donc au niveau de notre coopérative, les SIC, ça a plusieurs caractéristiques, dont une qui est très importante, qui est le multisociétariat. Donc, comme vous voyez, on a une assemblée générale composée de plusieurs catégories. Aujourd'hui, nous, on a des salariés, des contributeurs, des bénéficiaires, des financeurs et des partenaires économiques. Donc, cette assemblée générale, elle va élire les membres du conseil de surveillance, qui sont au nombre de 7 chez nous, et qui vont, eux, à leur tour, élire les membres du directoire. Donc, au niveau de la lucrativité, donc, nous, on est quasi à but non lucratif. Donc, c'est-à-dire que 100 de nos résultats sont mis en réserve. C'est une clause qui a été inscrite dans les statuts, pour l'instant pour une durée de 3 ans, mais qui a vocation à perdurer dans le temps. Et enfin, on a une gouvernance démocratique, donc c'est-à-dire une personne égale une voix au sein de l'assemblée générale. Le poids financier n'a pas d'impact sur la prise de décision. Donc, toutes les personnes dans toutes les catégories ont une voix pour prendre les décisions. La spécificité de la SIC, c'est qu'au niveau des statuts, c'est un des rares statuts qui permet de pouvoir accueillir des capitaux à la fois publics et privés. Donc, on vous présente un peu l'équipe qui s'est bien agrandie à la rentrée. Donc, on a d'abord les 2 membres du directoire, avec Magali Pascal en tant que directrice générale et Fabien Zufferet qui est président du directoire. On a ensuite l'équipe opérationnelle composée de Marion Chauveau en tant que responsable d'opération et architecte urbaniste de formation. Clara Algayer qui est aussi responsable d'opération mais qui a un profil plutôt juridique et financier. Et ensuite, on a Emma Pézou et Suzelle Meyer qui sont arrivées ce mois-ci en tant que chargées d'opération. Donc, elles sont en soutien sur les responsables d'opération. Et nous avons ensuite François Dieudonné en responsable administratif et financier, qui s'occupe notamment d'une prochaine levée de fonds qui arrive pour la structuration et le développement de notre foncière.
Et moi-même qui m'occupe de la partie vie coopérative, communication et toute la partie commerciale de l'entreprise. Donc au niveau de notre coopérative, on essaie d'avoir des impacts puisque l'étude de marché nous a permis de constater des problématiques et des besoins auxquels nous, on a la volonté de répondre. Donc dans un premier temps, on a constaté que le parc immobilier est très marqué par la vétusté et la vacance. Donc l'objectif, c'est de rénover le parc immobilier, notamment en centre-bourg. Ensuite, on a la volonté de répondre aux besoins en logement mal satisfaits, puisque dans les centres-bourgs des communes rurales, il y a beaucoup de grandes maisons qui accueillaient des familles nombreuses, mais qui aujourd'hui n'est plus le besoin. On a besoin de plus de logements en petite typologie. Ensuite, on connaît aussi la délocalisation des commerces et des services en périphérie des villes et des villages. Donc, la volonté aussi de dynamiser les centres-villes et de faire rester ou se réinstaller ces commerces et services. Au niveau des opérateurs immobiliers, on a pu constater que la plupart interviennent dans les villes, enfin dans les grandes villes et donc il y a une carence d'opérateurs immobiliers sur ces territoires-là et notre dernière volonté, c'est de réduire l'impact des bâtiments sur l'environnement. Donc pour ça, on a créé un modèle économique hybride et innovant puisqu'on a 2 métiers. Donc on a d'un côté le bureau d'études immobilières où là, on est assistant à maîtrise d'ouvrage et on accompagne les collectivités dans la revitalisation de leur territoire et dans la programmation de projets. Et on a de l'autre côté la foncière solidaire qui intervient lorsque les communes ne peuvent pas intervenir mais qu'elles ont un besoin. Donc on acquiert des bâtiments qu'on rénove et qu'on loue à tarif abordable. Dans un premier temps, je vais présenter rapidement le bureau d'études immobilières. Donc, c'est un bureau d'études où voilà, on accompagne les collectivités dans la revitalisation. Donc, ils ont un projet et nous, on les accompagne dans le projet à travers plusieurs aspects. Donc, d'abord, on va étudier le territoire dans sa globalité avant d'aller étudier le bâtiment, le ou les bâtiments selon les besoins. Ensuite, on a un petit aspect qu'on met dans toutes nos études, c'est la participation citoyenne. Donc, on fait appel aux citoyens et aux acteurs locaux sur des ateliers pour qu'ils nous confirment ou qu'ils nous exposent les réels besoins de la commune. À partir de tous ces éléments, on réalise plusieurs programmations, donc plusieurs scénarios sur un ou plusieurs bâtiments, qu'on va valider ensuite avec la commune pour en retenir qu'un. Et à partir du moment où on a retenu le scénario, on va l'approfondir sur les volets architecturaux, techniques, financiers et juridiques. Donc, on a plusieurs projets en cours. On en a une quinzaine qui a été réalisée en 2022. On a accompagné plus de collectivités que de porteurs de projets privés. Et au niveau des programmations, l'habitat inclusif et le tiers-lieu, c'est les programmations qu'on a le plus sur les bâtiments qu'on étudie. Donc voilà quelques exemples de projets. Donc on a un projet à Haute-Rive où c'est la collectivité qui est le maître d'ouvrage et nous on vient faire les études et faire la programmation. Dans ce bâtiment que vous voyez, il va y avoir du logement, du commerce et des locaux professionnels. On a aussi un habitat inclusif qui va se faire à la française. Donc, on a réalisé des ateliers avec les seniors de la commune pour voir le réel besoin et de fixer une programmation qui correspondait à eux et aussi à la collectivité, puisque la mairie est vraiment souvent avec nous sur les ateliers, etc., pour discuter avec les habitants. Et au niveau de la foncière solidaire, donc voilà, on va acquérir et rénover écologiquement afin de louer des commerces et locaux d'activité et des logements à tarif abordable à hauteur de ce qui est possible. Donc la philosophie de cette foncière qui est en train de se développer. Donc on intervient dans des communes qui sont petites villes de demain ou Action Cœur de Ville ou qui bénéficient d'une convention ORT, donc opération de revitalisation des territoires. Et notre objectif, c'est vraiment d'être localisé dans les cœurs de ville, cœurs de village, avec une mixité d'usages, donc du logement, mais aussi des locaux pour redynamiser un maximum, avec une surface plancher d'environ 400 mètres carrés. Donc au niveau de l'impact, on essaie de le minimiser au minimum avec 4 points qu'on retient principalement. Donc c'est d'abord la rénovation, donc c'est utiliser de l'existant plutôt que de reconstruire.
Avec ça, on va donc utiliser des matériaux bio et géosourcés. Donc, on est en lien avec la Scope Ecozimut, qui, eux, sont spécialisés sur l'utilisation de matériaux bas carbone, notamment la terre crue. Favoriser le réemploi, donc on favorise au maximum le réemploi de ce qui se trouve à l'intérieur des bâtiments. Donc, si des sols peuvent être réemployés, des meubles, etc., on essaie de garder le cachet de l'ancien et de venir apporter du confort par-dessus. Et opter pour une approche frugale, donc utiliser le moins de ressources possible. L'objectif, c'est vraiment la réduction d'impact pour les locataires, que ce soit de logements ou de locaux commerciaux, mais afin de permettre d'avoir des coûts d'énergie plus faibles, de réduire la facture, mais un lieu de vie sain et agréable. Je vais maintenant passer la parole à François qui va pouvoir vous présenter le projet pilote de notre foncière. Merci Maëlle. Donc oui, là, on a eu une présentation un peu générale de biens communs. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur notre grand projet porté par la foncière, donc à Cazes-Mont-Denard. Donc Cazes-Mont-Denard, c'est une petite commune dans le Tarn-et-Garonne d'environ 1200 habitants qui nous a contactés parce qu'elle avait deux bâtiments dans son cœur de bourg. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette photo, avec premièrement une maison de maître au premier plan et juste adjacent un hangar. Et donc, Bien Commun a fait une étude de faisabilité et de programmation sur ces bâtiments pour permettre à la commune d'en tirer le potentiel maximum, pardon. Et donc, ce bien a été divisé en deux parties en fait. Une partie tiers-lieu, donc qui concerne le hangar. Une programmation a émergé avec des bureaux, des espaces dédiés à l'artisanat, un espace culturel, un espace de vie sociale. Donc ça, c'est un projet qui sera porté par la commune. Donc Bien Commun et son bureau d'études ont étudié ce volet-là. Et d'un autre côté, il y a eu une programmation faite sur la maison de maître, qui elle sera portée par la foncière Bien Commun et qui a vocation à devenir un immeuble mixte, donc contenant et des logements et une épicerie en circuit court. Donc on espère faire 8 logements ventilés entre T1 bis et T2 pour répondre aux besoins locaux. Pour vous donner un ordre d'idée des coûts engagés, le projet du tiers-lieu est chiffré à environ 1,4 million d'euros, quand l'immeuble et sa réhabilitation tournent autour des 1,2 million d'euros. Alors, pourquoi transformer une maison de maître en immeuble mixte? C'est d'abord un besoin qui est ressorti de l'étude de faisabilité, puisque, comme vous pouvez le voir sur le graphique à gauche, il y a un gros manque de petites typologies. En fait, dans cette commune, 93% des habitations sont des maisons, alors que 6% sont des appartements, donc plutôt inadapté quand on pense que 68% des habitants sont des personnes seules ou des couples sans enfants. Et d'autant plus quand c'est une population qui est vieillissante et dont les besoins changent. On a noté 35% d'habitants minimum qui ont plus de 60 ans. Et d'autant plus que ce sont des personnes qui parfois perdent en capital et donc qui ont de nouveaux besoins d'un point de vue monétaire également. Et là aussi, on a pu noter un grand manque de logements sociaux donc dans la commune. En tout cas, dans cette typologie, puisque là aussi, les seuls logements sociaux qui sont présents dans la commune sont des maisons, donc des T5, des T4, mais il n'y a aucun T1 et très peu de T2 disponibles. Donc, comme vous l'a dit Maëlle un peu plus tôt, on accorde beaucoup d'importance à la concertation et ça grâce à des ateliers. On essaie d'organiser des ateliers pour rassembler les besoins et y répondre au mieux. Donc, c'est ce qu'on a fait à Cazes-Mont-Denard. On a pris l'exemple ici de deux ateliers qui nous ont permis de faire émerger cette programmation. Premièrement, un atelier qui visait à recenser les besoins de la commune au sens large, donc avec les politiques locaux, les habitants, les associations locales,
enfin toutes les forces vives qui constituent la vitalité de la commune. Et dans un deuxième temps, on a consulté plus spécifiquement les jeunes et les seniors vivant sur la commune afin de leur faire valider la programmation et de leur demander leur avis sur comment exploiter ce bien au mieux et comment répondre au mieux à leurs besoins. Donc concrètement, quelle forme ça va prendre? Les intentions programmatiques, c'est d'abord en rez-de-chaussée, donc un commerce en circuit court. Donc l'idée ici est de favoriser le réemploi, de favoriser la revitalisation par le commerce. Donc des porteurs de projets ont d'ores et déjà été identifiés. Donc ils sont à l'essai dans la commune et devraient s'installer dès la fin des travaux. Donc, vous avez ici quelques images d'illustration montrant un peu nos ambitions pour ce projet. Donc, à gauche, vous avez le rez-de-chaussée et son commerce, et à droite, le R+1 avec 4 logements, classiquement DT1 ou DT2. Et l'idée pour les logements est aussi de favoriser le réemploi et les matériaux biosourcés, mais également de tenir compte des caractéristiques d'accessibilité pour les personnes âgées, puisque l'immeuble mixte a vocation à être partagé entre seniors et jeunes, comme je l'ai dit précédemment. Une note aussi importante dans le projet, c'est qu'il y a un grand jardin à l'arrière de la bâtisse que nous voulions valoriser et qu'on voulait cohérent avec le projet, avec l'ensemble du projet. C'est pourquoi nous avons prévu, par exemple, une cuisine d'été et des espaces de vie partagés où tous les locataires, que ce soit seniors ou jeunes, ou même les commerçants, puissent se réunir et créer un lien tous ensemble. En fait. Donc, d'un point de vue exploitation, là aussi, c'est un peu particulier puisque cet immeuble est divisé à 35% pour du commerce et 65% pour du logement. Et donc, les loyers doivent être adaptés également. Comme on vous l'a dit un peu plus tôt, l'idée est de faire du logement social. Donc, les logements sont conventionnés avec l'ANA. Donc, ici, ce qui est prévu, c'est du LOC 1 et LOC 2. Donc, les loyers sont entre 6,6 euros par mètre carré et 8 euros par mètre carré. Pour vous donner un exemple, un T1 de 30 mètres carrés dans cet immeuble serait loué aux alentours de 200 euros par mois. Pour la partie commerce, là aussi, l'idée est de proposer des commerces abordables pour revitaliser tout le centre-bourg et donc de proposer des loyers attractifs. C'est pourquoi nous avons fixé un loyer à 6 euros du mètre carré quand le prix du marché tourne plutôt aux alentours des 10 euros du mètre carré. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est un projet qui est déficitaire. C'est d'ailleurs notre force, c'est qu'on va se positionner sur des projets que peu de gens peuvent porter. Et grâce à notre statistique, faire appel aussi bien au financement public que privé. En effet, ce projet est déficitaire puisque acheter et rénover un bâtiment, d'autant plus quand c'est de manière écologique, coûte cher. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'achat, la rénovation du bâtiment est chiffré aux alentours des 2600 euros par mètre carré, quand le prix de l'immobilier local est plutôt autour des 1800 euros. Ce qui nous amène à un déficit global de l'opération de 520 000 euros, ce qui nous oblige à viser 44% de subvention pour le projet. Donc, nous ferons appel à des acteurs publics, donc, que ce soit la région, le département, l'État, l'Europe, à travers des subventions comme le Fonds vert, le Fonds Leader, le DIF, pour essayer de compléter ce montant. Ensuite, nous, en tant que bien commun, apporterons des fonds propres à hauteur de 150 000 euros, notamment grâce à des associés et des partenaires que nous avons au sein de la SIC. Et enfin, nous ferons le complément avec donc les partenaires bancaires, un peu plus classiquement, je dirais. Je finirai par vous donner deux grandes étapes qui nous ont amené à concrétiser ce projet. Ça a été premièrement le Salon des maires de Paris, où nous sommes montés depuis Toulouse avec le maire de Casemont-Denard
à la recherche de financeurs. Donc, très intéressant de ce point de vue-là. Et ensuite, deuxième point important, ça a été l'organisation d'un tour de table où nous avons réuni tous les financeurs que nous avions trouvés à ce moment-là pour discuter ensemble de comment atteindre cet objectif, qui pour l'instant est en très bonne voie. Donc voilà, un petit aperçu de nos activités en tant que SIC. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si toutefois vous avez des questions. Merci Maëlle, merci François. Il y avait justement une question, je ne sais pas si vous l'avez noté, dans le fil de conversation de Galabridier qui vous posait, qui se demandait si vous avez imaginé travailler avec des bailleurs sociaux pour obtenir et assurer des loyers abordables. Alors oui, ça a été une question. La majorité du temps, le sujet qui s'est posé, c'est que nous intervenons vraiment sur des bâtiments de petite taille, des lots un peu isolés. Et donc, la majorité du temps, les bailleurs sociaux s'intéressent plus à de plus grandes typologies. Ça a été le sujet principal. Mais on n'est pas fermé du tout à la discussion et c'est complètement à envisager. Et bien, je crois qu'il n'y a pas de questions à ce stade-là. De toute façon, comme on l'a prévu, hein, cette présentation sera en replay. Donc peut-être vous aurez des questions à venir en suivant par ceux qui capteront Moi, j'en ai une, l'événement. Sandrine. Oui. Pour François et Maëlle, en fait, pourquoi vous avez mis le seuil à 400 mètres carrés? C'est ça que j'ai vu dans la présentation de surface de plancher. C'est par rapport à ce que vous disiez que c'était des petites opérations en général, mais vous avez carrément mis un seuil à 400 mètres carrés. Pourquoi? Ben, déjà, nous, on a besoin d'une mixité d'usages. Donc, il faut quand même qu'on puisse, enfin, pour nos objectifs et pour revitaliser, on a besoin de mettre à la fois des logements et des locaux d'activité ou du commerce. Donc, il faut quand même de l'espace. Et il y a une étude, enfin, on a étudié les choses et en fait, pour arriver à l'équilibre, on a besoin à peu près de 400 mètres carrés de surface plancher. Sinon, on a vraiment du mal à avoir nos Ah oui, opérations à c'est un l'équilibre, en fait. minimum, donc c'est un minimum. Ah oui, oui, d'accord. Moi, je l'avais Oui, oui, compris c'est comme le un minimum. maximum dans votre opération, donc je ne comprenais pas. Très bien. Non, 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 c'est le minimum. Après, on monte pas beaucoup plus haut. Enfin, on fait pas des opérations, Ben oui. voilà, 500, 600, on arrive à rester à l'équilibre, mais plus bas ou beaucoup plus haut, on ne trouve pas l'équilibre qui nous permet de réaliser l'opération, en fait. Très bien. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas de questions, mais Oui. bon. Non, mais c'est que les présentations Ou étaient des très réactions, claires. au moins? Et que des réactions? Parce qu'il y a quand même une trentaine de... Ouais. Ah, Alors, Je- si la complémentarité allez-y, des allez-y. actions. Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui, j'ai l'impression Oui. qu'on se superpose avec Nathalie, là. Excusez-moi. On a fait Y un a pas peu de un souci. brouillage. Oui, vous avez pu voir, bravo. Alors, je pense que pour la complémentarité des actions et la valeur des intervenants, c'est valable pour tout le monde. Il y a une réponse pour la géothermie et pour la question qui suit, qui s'adresse à vous, de Sandrine Pradier du PTER Midi-Quercy. Assurez-vous la gestion locative par la suite? On assure la gestion locative des bâtiments qu'on acquiert. Donc, par exemple, sur Casemont-Denard, il me semble, François, si je ne dis pas de bêtises. Alors normalement, à l'heure d'aujourd'hui, elle devrait être déléguée à Ok. la coopérative de l'immobilier, donc un partenaire aussi qui correspond à nos valeurs, et c'est pour l'instant la solution qui a été envisagée, notamment d'un point de vue des risques d'impayés, étant donné qu'on a quand même peu de logements, passer par cet intermédiaire nous permet de limiter ce risque. Et étant donné qu'on est déjà assez dépendant des financeurs extérieurs, on essaie de limiter au maximum ce genre de risque. Merci. Au passage, je vois que la question sur la géothermie a été répondue. Et puis, alors c'était une remarque, pour savoir
à qui s'adresser en fonction des projets. Et merci. Nathalie, je ne sais pas si tu veux ajouter, toi, un mot de Il y a une conclusion. question sur les avantages fiscaux Ah, je l'ai pas. par rapport à Ah une oui, pardon. structure qui s'appelle Terre de Liens que je ne connais pas, mais si François peut peut-être répondre. Alors, je ne connais pas exactement la structure de Terre de Liens. Dans tous les cas, l'aspect fiscal est très important pour nous et on est en pleine recherche là-dessus avec tous nos contacts externes, puisque c'est un peu une structure innovante d'avoir à la fois le côté bureau d'études et la foncière dans un même groupe, d'autant plus une SIC, donc on n'est pas soumis aux mêmes fiscalités que les sociétés commerciales classiques. Donc c'est un vrai sujet et on essaie actuellement d'obtenir un agrément MOI qui simplifierait beaucoup les choses. Merci. Bien. Comme je ne vois pas très bien, j'ai peut-être encore loupé une ou deux questions. Est-ce que, Nathalie, tu Oui. confirmes? On a épuisé la liste des questions en ligne. Oui. Alors, finalement, on va peut-être conclure d'ores et déjà, et puis avec des félicitations, visiblement. Nathalie, je te laisse la parole. Oui, je voulais remercier les 4 intervenants là, vraiment pour la qualité de vos présentations et puis vraiment votre enthousiasme et votre engagement. Ça fait plaisir à voir. J'espère que c'est partagé par tous les participants. Et comme je l'ai dit en introduction, en fait, l'objectif du plan bâtiment durable, c'est vraiment de mettre en valeur voilà, des expériences comme celle-ci sur d'autres thématiques. Hein. Il n'y a pas du tout d'exclusion. On est ouvert à toutes les thématiques, aussi bien l'environnement que d'autres sujets plus sur l'aménagement. Donc n'hésitez pas si vous avez des projets, si vous souhaitez qu'on vous aide à valoriser votre action, à nous contacter, à contacter Envirobat qui gère en fait l'animation du plan bâtiment durable et qui sera à votre écoute pour valoriser sous différentes formes ces belles expériences. Merci vraiment à tous et bon après-midi et bon week-end. Merci à Il y a tous. une question encore? Non. Madame Pradier. Alors, qu'est-ce qui c'est? Pour en savoir plus sur ces intervenants, effectivement, on a sur la page du programme en ligne déjà les sites et les noms des intervenants. Et après, sur les sites, vous retrouverez comment les contacter. Hein, mais sinon, vous pouvez revenir vers nous directement hein, en nous adressant un mail. Et puis, à noter quand même le prochain événement de plan bâtiment durable. Donc, c'est la journée qui aura lieu à Castelnaudary le mardi 17 octobre. Voilà, je pense que ça avait été évoqué, mais encore merci à tous. Effectivement, je renouvelle les félicitations de Nathalie là, sur votre implication dans les sujets que vous avez présentés et votre enthousiasme. Et on vous dit à très bientôt. Donc, on mettra en ligne cet enregistrement à faire partager par ceux qui n'auraient pas pu y assister.